Mesdames, Messieurs, notre cérémonie d'ouverture va maintenant débuter. Je suis William Saint-Hilaire, je suis la présidente, directrice générale et directrice artistique de la Fondation Métropolis Bleue et je suis ravie de vous recevoir ici au festival. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de vous voir aussi nombreux. Avant d'inviter Hubert Lacroix, notre nouveau président du conseil d'administration, à inaugurer officiellement le festival, j'aimerais vous remercier encore une fois au nom de tous mes collègues d'être aussi nombreux. As some of you know, BlueMet is the largest multilingual literary event in North America. This year will feature more than 200 events, kids and adults, with more than 200 writers, artists, philosophers, and economists. J'ai eu le plaisir de rencontrer Nicolas, que vous allez entendre tout à l'heure, grâce à François Lagarde, qui va vous dire quelques mots tout à l'heure. Et de cette rencontre est né le regard sur les inégalités. Un regard qui n'aurait pu exister sans la confiance et le soutien de nos partenaires. Permettez-moi de les remercier. Patrimoine canadien, Fondation Chagnon, le secrétariat à la région métropolitaine, la Caisse de solidarité Desjardins, l'Observatoire des inégalités sociales et l'Université de Montréal, sans oublier Philaction. Alors, mesdames, messieurs, maintenant, recevons Hubert Lacroix. Merci, William. Thank you, everybody, for joining us this afternoon. Et si vous êtes ici, évidemment, ce soir, c'est que le sujet vous passionne, celui de la lutte pour la justice sociale. Difficile de ne pas vraiment être interpellé par ce sujet en 2019. And when I think about this with two quotes. La lutte contre les inégalités sociales est le grand dessein collectif qu'une nation devrait se donner. Et la deuxième, l'inégalité, c'est le risque permanent du mépris. Vous serez donc ravis de cette édition 2019 qui porte son regard sur les inégalités à travers celui d'écrivains, philosophes, économistes, journalistes et artistes. À mon tour aussi de remercier les nombreux partenaires financiers de ce volet unique du festival et j'apprécie beaucoup et je salue la belle complicité entre William et Nicolas Zorn, qui est le fondateur et directeur général de l'Observatoire québécois sur les inégalités sociales. Et avant d'inviter un ami et un homme très engagé dans le changement, François Lagarde, j'aimerais déclarer de façon officielle, ouvert, le 21e Festival international littéraire de Métropolis Bleue. Bravo. François. Bonjour tout le monde. Merci pour l'organisation. Merci William, Nicolas, pour votre leadership et évidemment vous tous. La Fondation Chagnon a pour mission de prévenir la pauvreté par la réussite éducative. On inscrit notre contribution dans une vision que partagent beaucoup de gens au Québec, de voir le Québec comme étant une société juste, solidaire, inclusive, où chaque enfant, chaque famille peut se réaliser et y participer pleinement. Alors, c'est évident qu'on est très fiers d'être associés à une discussion, à la mise en jeu de plein de milieux qui s'intéressent à ces questions-là. Je félicite tout le monde. Je remercie Hubert de son engagement qu'on a eu la chance à la Fondation de bénéficier pendant 8 ans. Contribution éclairante comme toujours et merci pour tes contributions. C'est à mon tour de présenter Nicolas Zorn, qui a un parcours personnel, académique, professionnel très singulier et qui s'est engagé à animer et à mobiliser le plus grand nombre autour des questions d'inégalité. Et il le fait ce soir. Alors, Nicolas, bienvenue, merci. Wow! Il y a beaucoup de gens ce soir. J'aimerais bien vous poser une question. J'aimerais bien que vous preniez le moment, que vous preniez un instant pour réfléchir à la réponse à cette question.
Et cette question, c'est quel est le but de la vie? Rien de moins. Tout le monde a sa réponse? Je fais le pari que, peu importe la réponse à votre question, il y a des bonnes chances que les inégalités, le niveau d'inégalité dans notre société soit lié à l'atteinte de cet objectif. Que ce soit de vivre heureux, de vivre en santé, de vivre dans une société qui est harmonieuse, de s'assurer que nos enfants développent leur plein potentiel dès leur jeune âge, avoir un emploi confortable, s'épanouir, bref, le but de la vie, c'est un peu ça, non? Et c'est pour ça que c'est important de s'intéresser aux inégalités. Et en ce sens, la mission de l'Observatoire québécois des inégalités, c'est de favoriser leur réduction lorsqu'ils sont trop élevés avec des connaissances scientifiques. Qu'est-ce qu'on fait à un festival littéraire alors qu'on s'intéresse aux connaissances scientifiques, dis-je pompeusement? Eh bien, on accomplit cette mission de 3 façons. D'abord, en évaluant l'impact des inégalités. Ensuite, en éclairant le débat public avec des faits. Et finalement, en éveillant la société aux enjeux qui sont posés par des inégalités trop élevées. To enlighten and awaken, it takes more than data and studies. It takes a context, real people, and a story. This is why academics and writers of fiction can learn so much from each other. The partnership between the Observatoire and Blumette Festival embodies this innovative combination of perspectives. And we have created the Anthony Atkinson Prize for Equality, awarded last Monday to the economist and Nobel Prize recipient Joseph Stiglitz. We will hear authors and researchers in the next few days. And now, tonight, we will hear 8 incredible and distinguished authors and their perspective on inequality. Welcome to the Blumette Talk. Before I present the speakers, I wish to say, je souhaiterais dire, cet événement ce soir, cette soirée est une soirée bénéfice. On parle d'inégalité, c'est bien aussi d'agir en fonction d'inégalité, pas seulement en parler. Et en ce sens, les revenus issus de cette vente de billets pour ce soir seront dans leur entièreté versés à la Fondation du Centre Jeunesse de Montréal, dont nous accueillons ce soir la présidente. Et je dis ça à titre d'ancien jeune de Centre Jeunesse. Au Québec, on est chanceux. On a beaucoup de services, on a un filet social qui est très intéressant et en ce sens, c'est pas pour rien qu'on est une des sociétés les plus égalitaires en Amérique du Nord. Sans plus tarder, je souhaiterais présenter, I'd like to present our first speaker, Rennie Edo-Lodge, right here, who is a British journalist and author who writes about structural racism and feminism. Her articles have been published in the New York Times and The Guardian. For her book, Why I'm No Longer Talking to White People About Race, Rennie won the Jalak Award for Book of the Year by a non-white author. Ladies and gentlemen, Rennie Edo-Lodge. Bonsoir. So, please excuse me if I yawn, folks, because I'm still dealing with jet lag. Musical. You have a musical child. Okay. I'm no longer engaging with white people on the topic of race. Not all white people, just the vast majority who refuse to accept the legitimacy of structural racism and its symptoms. I can no longer engage with the gulf of an emotional disconnect that white people display when a person of color articulates their experience. You can see their eyes shut down and harden. It's like treacle is poured into their ears, blocking up their ear canals. It's like they can no longer hear us. This emotional disconnect is a conclusion of living a life oblivious to the fact that their skin color is the norm and all others deviate from it. At best, white people have been taught not to mention that people of color are different
in case it offends us. They truly believe that the experiences of their life as a result of their skin color can and should be universal. I just can't engage with the bewilderment and the defensiveness as they try to grapple with the fact that not everyone experiences the world in the way that they do. They've never had to think about what it means in power terms to be white, so anytime they're vaguely reminded of this fact, they interpret it as an affront. Their eyes glaze over in boredom or widen in indignation. Their mouths start twitching as they get defensive. Their throats open up as they try to interrupt, itching to talk over you but not really listen, because they need to let you know that you've got it wrong. The journey towards understanding structural racism still requires people of color to prioritize white feelings. Even if they can hear you, they're not really listening. It's like something happens to the words as they leave our mouths and reach their ears. The words hit a barrier of denial and they don't get any further. That's the emotional disconnect. It's not really surprising because they've never known what it means to embrace a person of color as a true equal with thoughts and feelings that are as valid as their own. Watching The Color of Fear by Lee Man-Hwa, I saw people of color break down in tears as they struggled to convince a defiant white man that his words are enforcing and perpetuating a white racist standard on them. All the while, he stared obliviously, completely confused by this pain, at best trivializing it, at worst ridiculing it. I've written before about this white denial being the ubiquitous politics of race that operates on its inherent invisibility. So I can't talk to white people about race anymore because of the consequent denials, awkward cartwheels, and mental acrobatics that they display when this is brought to their attention. Who really wants to be alerted to a structural system that benefits them at the expense of others? I can no longer have this conversation because we're often coming at it from completely different places. I can't have a conversation with them about the details of a problem if they don't even recognize that the problem exists. Worse still is the white person who might be willing to entertain the possibility of said racism, but who thinks we enter this conversation as equals. We don't. Not to mention that entering into conversation with defiant white people is frankly a dangerous task for me. As the heckles rise and the defiance grows, I have to tread incredibly carefully because if I express frustration, anger, or exasperation at their refusal to understand, they will tap into their pre-subscribed racist tropes about angry black people who are a threat to them and their safety. It's very likely that they'll then paint me as a bully or an abuser. It's also likely that their white friends will rally around them, rewrite history, and make the lies the truth. Trying to engage with them and navigate their racism is not worth that. Amid every conversation about nice white people feeling silenced by conversations about race, there's a sort of ironic and glaring lack of understanding or empathy for those of us who have been visibly marked out as different for our entire lives and live the consequences. It's truly a lifetime of self-censorship that people of color have to live. The options are speak your truth and face the reprisal, or bite your tongue and get ahead in life. It must be a strange life, always having permission to speak and feeling indignant when you're finally asked to listen. It stems from white people's never questioned entitlement, I suppose. I cannot continue to emotionally exhaust myself trying to get this message across, while also towing a very precarious line that tries not to implicate any one white person in their role of perpetuating structural racism, lest they character assassinate me. So I'm no longer talking to white people about race. I don't have a huge amount of power to change the way the world works, but I can set boundaries. I can halt the entitlement they feel towards me, and I'll start that by stopping the conversation. The balance is too far swung in their favor. Their intent is often not to listen or learn, but to exert their power, to prove me wrong, to emotionally drain me, and to rebalance the status quo. I'm not talking to white people about race unless I absolutely have to. If there's something like a media or conference appearance that means that someone might hear what I'm saying and feel less alone, then I'll participate. But I'm no longer dealing with people who don't want to hear it, wish to ridicule it, and frankly, don't deserve it. Thank you.
Each authors will have one question to answer in one sentence. And this question is, why should we care about inequality? Because it makes the world a worse place for all of us to live in. Thank you for your powerful words. La prochaine présentatrice, la prochaine auteure, Sophie Divry, que j'invite à se joindre à nous, est une auteure française vivant à Lyon, en France. Depuis son premier livre, La Cote 400, elle a publié 5 romans qui ont été traduits en plusieurs langues et qui ont remporté plusieurs prix littéraires. Sophie est également chroniqueuse sur la station de radio France Culture. Mesdames et messieurs, Sophie Divry. Merci. On me dit de faire 5 minutes, mais je pense qu'on ne peut rien dire en 5 minutes. Mais c'est possible que je les fasse quand même, parce que je parle vite. Donc si vous ne comprenez pas, ce n'est pas juste parce que j'ai un accent français, c'est aussi parce que les Français ne comprennent pas toujours ce que je dis, parce que je parle vite. Donc n'ayez pas. Depuis novembre dernier, la France est agitée par un mouvement social d'une nature inédite et d'un caractère révolutionnaire. Les Gilets jaunes ont mis en mouvement des personnes éloignées de l'action politique habituelle et se sont retrouvées dans des modes d'action à la fois traditionnels et nouveaux. Occupation de ronds-points, manifestations, refus du porte-parole et l'expression désordonnée et pourtant très claire de revendications demandant l'égalité et la justice sociale. L'augmentation des salaires, donc, le rétablissement de services publics qui avaient disparu des zones les plus rurales et les plus périphériques, et le rétablissement de l'impôt sur les grandes fortunes, l'ISF, supprimé par Emmanuel Macron en même temps qu'il baissait les minima sociaux. La réponse du pouvoir a été l'enfumage à la fois par un grand débat dont il n'est rien ressorti de clair que la volonté de ne pas entendre les revendications précédentes, et l'enfumage par des gaz lacrymogènes qui, alliés à une répression violente et sans précédent, affichent ce bilan terrifiant que je tire du Monde du 28 avril dernier. Par exemple, de 22 personnes ayant perdu un œil dans les manifestations, et plus horrible encore, 5 personnes ayant été amputées d'une main sous l'effet d'une grenade explosive qui leur a arraché la main. Et pourtant, malgré 8000 arrestations et 1000 personnes en prison, malgré ces mutilés pour l'exemple, comme ils s'appellent eux-mêmes, comme l'inégalité sociale continue et comme le mouvement se structure, la mobilisation continue. Aujourd'hui, demain, on sera au 25e samedi de mobilisation des Gilets jaunes en France. Tous les écrivains et les écrivaines que je connais se sentent interpellés par ce mouvement. Un de mes amis auteurs me disait qu'il n'arrivait plus à écrire car les idées de roman qui lui venaient étaient trop directement politiques. Et en effet, nous ne savons pas quoi faire. Augmenter l'impôt sur les plus riches, rendre le salaire minimum plus digne, ce n'est pas de mon ressort en tant qu'écrivaine. Pour contrer les inégalités, il me semble en fait que c'est assez simple si on considère que l'autre est un frère humain. Mais la simplicité radicale d'une politique partageuse, qui prendrait soin depuis la petite enfance où tout compte, à la grande vieillesse où tout coûte, de veiller à cette fraternité humaine demande un courage politique considérable en fait. Alors en tant que citoyenne, j'essaie d'œuvrer à ce que cette politique advienne, en travaillant déjà sur mon état d'esprit, qui profondément, comme tout le monde, rechigne à partager, et en désignant, quand je le peux, ou quand on m'en donne la possibilité dans ma démocratie, des hommes politiques ou des femmes politiques de cette tendance politique partageuse et courageuse aussi. Mais en littérature, nous ne savons pas quoi faire. Alors une des solutions, il y a 3 solutions, 3 manières. La première est de faire du reportage, c'est-à-dire de faire œuvre de notation. Noter les actions, les faits, les insultes, les tabassages, les arguments, les malentendus. Chaque samedi, c'est un festival, donc on peut le noter, mais moi, il me semble, connaissant bien ces deux métiers, que le sociologue ou la journaliste sont à même de le faire mieux que nous aujourd'hui. Alors sinon, il y a le type, faire une fiction de type réaliste sur ce mode-là, raconter cette histoire. Inventer un nouveau récit en faisant de ces invisibles des héros, sur le type
Ce matin, Robert a mis son gilet jaune, etc. Alors, moi j'ai un peu du mal. Pourtant, je ne pense pas que ça soit du tout voué à l'échec, ce genre de solution. Mais j'ai toujours un petit peu un doute là-dessus. Et je suis très content d'avoir trouvé, en travaillant sur cette question, une citation de Carlos Fuentes, l'écrivain mexicain, qui dit, pour des affaires qui concernent plutôt le début du XXe siècle, « Combien de fois l'engagement politique n'a-t-il pas été confondu avec la victoire assurée des bonnes intentions ? Il suffisait d'un roman dénonçant l'oppression d'un mineur bolivien pour que ce dernier se trouve ipso facto libéré, ainsi que tous les mineurs du continent. Ces livres, hélas, ne sauvèrent ni le mineur, qui ne se sauvera que par l'action politique, ni la littérature, qui ne dut son salut qu'en joignant aux exigences de la cité les exigences de l'art. » Disait Fuentes. Comment joindre ces deux exigences? C'est ça qui est difficile. Moi qui ai le souci de la cité, et j'espère le souci de l'art, je me rends compte souvent que le poids de l'époque finit par empreindre ma création littéraire, quoi qu'il en soit. D'ailleurs, même dans mon dernier roman, que je croyais très fictif, que je croyais hors de la société, en fait, a été très empreint de la violence contemporaine. Parce que, comme disait George Orwell, je pense que de toute manière, aucun livre n'est totalement innocent. Il est toujours empreint d'une orientation, même si vous croyez faire de l'art pour l'art. On voit tout de vous, donc on voit si vous vous sentez concerné. Mais il y a une donnée qu'il faut garder en tête. Les écrivains sont issus majoritairement de la bourgeoisie. Moi, je n'ai pas de réponse ce soir. Je ne pense pas que je vous livre un peu les faits, ce que j'ai pu faire. Je ne pense pas d'ailleurs qu'on soit là pour amener des réponses. Je pense que les artistes sont là pour amener des questions. Mais les écrivains sont issus de la bourgeoisie. Et d'ailleurs, j'ai trouvé une enquête, ce qui est assez rare en fait, une enquête sur les écrivains qui date de 2006 en France, dans la région Rhône-Alpes. Moi, je viens de Lyon. Ce n'est pas une enquête sur les auteurs de Paris. C'est intéressant parce que ce serait encore pire à Paris. Qui a été fait dans le livre qui s'appelle La condition littéraire de Bernard Lahire, un sociologue français, auprès de 500 auteurs et autrices françaises. On trouve parmi ces 500 personnes-là 63% qui ont Bac plus 3, qui ont Bac plus 3 en France, 3 ans après le bac. Dans la même population, c'est 9%. 9% des Français qui vivent en région Rhône-Alpes. Enfin, c'est pas étonnant, hein, tant que si on veut écrire des lettres, d'avoir des lettres. Hein. Bon, en termes de classe populaire, on a 7% d'auteurs ou d'autrices qu'on peut rattacher par la profession de leurs parents aux classes populaires. 7%. Plus étonnant encore, alors que les classes populaires, c'est 30% en France. Hein. Plus étonnant encore, pour moi qui viens de ces classes-là, on a 15% seulement des auteurs qui viennent de classes moyennes. Alors que la France est un pays de classe moyenne. On peut même dire qu'il y a entre 30 et 80% de classe moyenne en France. Et il y a donc 48% d'auteurs qui viennent des classes supérieures. Mais attention, ce n'est pas écrire qui rend riche, hein, dans le sens... parce que 80% des auteurs disent qu'ils touchent moins de 3 000 € par an de droits d'auteur. En fait, la question qui se pose, c'est plutôt qui peut écrire à côté de son travail? Tous les auteurs ont un travail rémunérateur à côté. Et à 67%, c'est professeurs, journalistes, scénaristes, traducteurs, comédiens. Et naturellement, c'est normal, hein, je ne dis pas ça pour dénoncer en tant que tel, ce sont des métiers liés à la culture. Donc il y a très peu de maçons, d'immigrés, de classes populaires dans la littérature. Et encore moins dans ce qu'on appelle la haute littérature. La littérature est écrite par la classe cultivée. Et la classe cultivée est liée à la classe dominante. D'ailleurs, Flaubert le disait très bien, hein, qu'il n'était pas du tout un grand démocrate. Il y a des phrases affreuses de Flaubert contre l'ignoble ouvrier, où Flaubert a traité le suffrage universel masculin de honte de l'esprit humain. Enfin, il y a plein de trucs comme ça affreux. Mais d'ailleurs, Virginia Woolf l'a dit avec beaucoup de franchise, ôtez tout ce que la classe ouvrière a donné à la littérature anglaise, et la littérature en souffrira à peine. Ôtez tout ce que la classe cultivée lui a donné, et la littérature anglaise existera à peine. Mais regardez ce que vous lisez. Dans quel milieu est-on plongé? Quelles sont les préoccupations quotidiennes des héros? Qui sont-ils? Souvent, ce sont des artistes, on parle de ce qu'on connaît le mieux. La littérature a tendance à se situer à un niveau supérieur. On prend l'avion, on boit du champagne, enfin tout ça qui vous paraît naturel ce soir. Mais c'est quand même une donnée qu'il faut se rappeler. Alors, en tant que tel, moi j'aime beaucoup Marcel Proust et Claude Simon, qui sont des grands propriétaires terriens. Donc je ne vais pas dire qu'il ne faut pas écrire quand on est riche. Mais vous voyez, la littérature n'est pas exempte de ces questions-là. Alors en France, on n'est plus autant de Mallarmé et de Proust. On a une grande politique d'éducation, enfin on avait. Il y a une grande démocratisation de la culture. Et il y a notamment,
un grand système de bourses de la part du Centre national du livre, qui permet de compenser le travail à côté ou le droit d'auteur manquant, par une politique de bourse des résidences d'auteurs qui sont très importantes. Parce qu'il faut quand même le dire, un écrivain, c'est profondément quelqu'un qui vit sur le dos de quelqu'un d'autre. Alors, en France, on peut vivre grâce à quelques bourses, mais aussi grâce aux allocations chômage. Les allocations chômage en France sont des politiques de biodiversité culturelle, parce qu'elles durent 2 ans, elles ne sont pas dégressives. Ou sinon, vous vivez sur le dos d'un conjoint riche, ou vous avez un héritage. Vous voyez, faire un bon mariage et avoir un héritage, ça vous situe quand même dans un certain milieu social. Alors évidemment, savoir que le monde va mal, que les inégalités se creusent, et rester à se torturer sur la place de ces virgules en se sentant profondément inutile, on se sent coupable. Coupable d'écrire dans la langue des dominants, coupable d'avoir passé de l'autre côté de l'échelle sociale. Tout l'œuvre d'Annie Ernaux est sur cette question-là. Hein. Je suis montée dans l'échelle sociale et je me sens coupable. Coupable de trahir les valeurs des siens, d'être fasciné par des enfantillages littéraires, alors que l'inégalité, la guerre... Et ça, c'est la culpabilité des écrivains est quelque chose de très commun, en fait, de très courant. Et il y a cette phrase très belle de René Barjavel, qui est un auteur de science-fiction mort dans les années 80, qui dit, qui est issu d'un milieu très simple, un milieu ouvrier, qui dit « Je suis la première génération qui ne travaille pas de ses mains ». Et j'en souffre souvent, et beaucoup, parce que le stylo est vraiment un objet incongru. C'est une fabrication artificielle qui fait des gribouillis sur un papier, c'est pas du travail. Et toute ma vie, j'ai souffert de ce besoin de me dépenser physiquement, de faire un travail vrai, que je puisse voir, qui sorte de mes mains. Tandis que écrire des romans, parler à la radio, apparaître sur un écran de télévision, tout cela au fond, c'est du vent et de la fumée. Alors moi, pour essayer de quand même continuer à travailler dans le vent et dans la fumée, je me suis dit, en lisant aussi Jean Dubuffet, qui est un artiste, un peintre français, il disait très bien, Dubuffet disait très bien qu'un artiste remplit une fonction dans la société, et que la société, toutes les sociétés, même les plus anciennes, les plus primitives, demandent de l'art, et que l'art est un besoin humain, et que du coup, dans une société très différenciée, notre travail est de faire des livres. Alors autant le faire bien. Mais attention, un livre est fait pour toucher, esthétiquement ou moralement, il n'est pas fait pour convaincre. Et surtout, un roman ne se transformera jamais en quintot de blé, en accord de paix ou en mesure d'égalité sociale. C'est dur, mais il faut en prendre acte, faire sa part en tant que citoyenne. Et pour le reste, pour l'art, il faut être plus modeste, comme disait Jean Dubuffet. Je vous remercie. Merci Sophie pour cette réflexion d'outre-mer. Pardon ? D'outre-mer, de l'autre côté de l'Atlantique. Pourquoi devrait-on se préoccuper d'inégalité, en une phrase? Même parce qu'il n'y a qu'une seule humanité, qu'il n'y a pas 2 races d'êtres humains, ceux qui ont réussi, ceux qui ne sont rien, par exemple, ou ceux qui... On est tous unis, on est tous les semblables ou les possibles de l'autre. Merci beaucoup. Merci. La prochaine auteure, Melanie Munungur Williams, is an Aboriginal poet and an author from Australia. You can join us on the stage. She works with families and young people involved in the juvenile justice system and writes her texts in her spare time. For her poems about her Aboriginal identity and autism, she won the Australian Poetry Slam and the Darwin Poetry Cup. Melanie, stage is yours. Thank you. Thank you. An open letter to Australia from a young Indigenous person. Young people read the news. We hear the headlines tell a story, a dot-to-dot of facts, a colour-washed, paint-by-numbers picture of circumstances placed in a frame and hung with pride on your wall, for your amateur artistry has encapsulated the shell of our story. Uncle Archie Roach sings, "They took the children away, ripped them away, stole them away, away." When our colony
I mean community. I mean questionable free countries' policy was to remove brown babies to assimilate, violate, and eradicate our race. They had a plan to annihilate us. Choke the songs, crush the voices, suffocate the stories one by one with the words of white Australia etched in their fingertips. Today, we, the children, sing through strangled voices to our ancestors to take us home. Sing broken chords to the land to root us deeper, to give us strength. We beg for everlasting freedom from the flesh noose to sing again. I write to you. Watch in awe as I wrap my sorrows around my sought-after neck, intertwined now with your flesh till every last breath blows horns. You still don't hear my cries. Lower your eyes instead. Hear my song in the distance, muffled by your privilege and existence. A tenor, deep and dark, I sing a melody of statistics. 5 of the children who took their own lives were aged 10 to 13, 35 dead in 3 months, including 3 12-year-old children. Suicide claims a life a week in Northern Territory. 10-year-old girl kills herself in far north WA. The beat of your drums thump loudly in my ears. You remind me with your deafening explosions that my gentle song of living Aboriginal child is too soft to be heard. So I'm following the path the colony mapped out for me. No need to create another white Australia policy. We, this country's lost and stolen youth, have created our own policy. It's called Forever Young. We bust our chains with the hum of our ancestors beneath us. We rise in song, no longer bound, but bound without choice to a world who won't choose us, a humanity without morality, holding tight the belief that our lives are not worth your time. And even when our little bodies are returned to the earth, seeds replanted at 15, 14, and 13, at 12 and 11, at 10, at 9, dot-to-dot headlines read, "The disproportionate suicide crisis toll of Indigenous Australia is a humanitarian crisis that cannot be allowed to continue." Still, you walk on. Take a quick side glance, wipe away a token tear as you step over me, taking care not to dirty your shoe. And my song, as sweet and soft as the magpie lark, drowned by the crackling of your giant scorching flames, slowly engulfed by your unforgiving inferno, my song blisters in my throat, remains with my cries, unheard. The numbers that tell a devastating story in the latest youth suicide inquest, I confess, with sadness, I know how this story ends. Angelic voices of the future, caught in today's web, your drumming vibrating through the silk, drowning out my song for help. And you might not hear me, but I still hear the headlines. ABC News, January 28th, 2019, suicide claims 1 life a week in the Northern Territory. So I figure this week that figure will include me, sincerely. You know what? Let's change places. I always don't want to. It's an accident waiting to happen, so there you go. Mm-hmm. Why should we care about inequality? Because people are literally dying as a direct result of inequality. Thank you. We often forget inequality is sometimes a question of life and death. But on a more positive note, our next speaker, Annie Proulx, elle est une romancière américaine. Elle est l'auteure de plusieurs œuvres, y compris le roman à succès Brokeback Mountain. Elle a étudié à Montréal à l'Université Concordia. Je la présente en français, j'espère que ça ne la dérangera pas.
Ces livres ont été inspirés par une diversité de régions et de périodes nord-américaines, incluant les expériences franco-canadiennes qu'elle connaît de son père. Pour l'ensemble de son œuvre, elle reçoit le Grand Prix littéraire Métropolis Bleu. Mesdames et messieurs, Annie Proulx. Je suis désolée que je ne parle pas le français. That's all I can speak. That's it. Not even when I was a child did I believe in equality. As an adult, I often wondered at the naivete of the American founding fathers with their vision of a world where everyone entered life with an equal chance at pursuing happiness, etc., etc. And of course, everyone did not include women nor slaves. As an old woman, I think George Orwell had the best line that some are more equal than others. And yet equality does exist as an idea and an ideal, a chimera, an important condition of existence that is greatly desired, no matter no matter how often evanescent experiments in equality break out, they are eventually quashed or perverted. Sorry, I'm nearsighted. Only to reappear in other times and places. Equality is quicksilver in human societies, more of an illusion or only a fleeting reality. Ancient slaveholding Rome moved from warring kings to an entity called the Republic, which was regarded as an umbrella of equality for Roman citizens, the proof being the right to vote. When Julius Caesar began adopting imperial mannerisms, he was assassinated. His successor, Octavian, Caesar Augustus, took great pains to convince the Romans that the Republic had been restored despite differing evidence. The American founding fathers took a romanticized Republican Rome as a model. A visit to the Library of Congress is to step into an homage to that republic with its illusion of equality. The ideal of social equality persists even today. We tend to see it as a guarantee of democratic government, but we rarely probe the sore teeth. Equality for whom and for what? Just our own kinfolk and people we know and like? Just people of the same class, religion, color, or nationality as we are? What about polar bears? Crows, whales, plants, and forests, the earth and its oceans. Do other living entities not deserve at least the equality of being allowed to exist? If we're going to cherry pick who and what should be granted equality, especially now as we get into a critical climate change and extinction scene, it reduces the meaning of the word equality to zero, and the probability of a worldwide equality is much less than zero. But is there anything we as powerless individuals can do to get closer to equality? I think we could. We can move in that direction by paying attention to the Socratic virtues. The Canadian philosopher Jan Zwicky, in her fine essay, A Ship from Delos, explores those possibilities. And she lists them as learning what's what, awareness coupled with humility regarding what we know, courage, self-control, justice, contemplative practice, compassion. It seems to me that practicing or trying to practice these virtues
is a kind of garden in which equality could grow. Although I don't believe social equality exists anywhere for very long, I want humans to keep trying to catch the golden ring, individually and together. Thank you so much for those beautiful words. A question you now know. Why should we care about inequality? It's like, why should we climb Everest? Because it's there. Annie Proulx. Our next speaker, Cornelia Funke, is a German writer and illustrator who writes books for children and young people. Her books have been very successful and are on the New York Times bestsellers list. Several of her books have been adapted for the big screen. Since moving to the United States, Cornelia now writes in English. Cornelia Funke. She sometimes writes in English. She sometimes writes in German. No word in French, sadly. First of all, I want to say thank you very much to Annie Proulx for mentioning the non-humans on this planet. I thought, when I looked at the line of speakers today, there are so many qualified and beautiful voices that will talk about race and gender and all the other inequalities that so easily come to mind and haunt this planet. And Annie Proulx just added the other one, our complete disrespect for the rights of non-human existence on this planet. I thought, Cornelia, what could you add to this? Everything will be said. So I want to add a perspective that you may think, is that really social inequality? I want to talk about children. We all have been children at some point. It's an inequality we grow out of. Is that something that counts, therefore? I think it does. I think we make decisions for future generations. I think we send them far too much to school. I think we take their childhood in our so-called advanced Western civilization, and we don't even pay them for all the work we let them do. So I think it is time to listen to the voice of the generation that's coming. I think we should be more aware of what we take away from them with our quite selfish greed we are practicing every day. And I think for me that is one of the great inequalities in this world. And that's all I should say. Quick question, the question of the hour. Why should we care about inequality? Because it poisons our world with sadness, anger, and violence. Écrivain et journaliste franco-américain, Denis Ellis Béchard a publié plusieurs romans en français et en anglais, souvent inspirés par ses nombreux voyages à travers le monde. Il couvre souvent dans le cadre de son travail des enjeux environnementaux et de droits humains, ce qui transparaît dans son écriture. Denis Ellis Béchard a notamment été publié dans Le Devoir, le LA Times et le Huffington Post. Mesdames et messieurs, Denis Ellis Béchard. This one's a little higher, so I'll go over here. So I'm going to present this in English. And the inequality I'm going to address is an inequality of emotion. And it's based on something I'm writing in a book called Indoctrination, Growing Up White in America. The book has three origins. The first is moving from Vancouver to Virginia when I was 10 and being very rigorously indoctrinated into the racism of the South as a 10-year-old. And there's this myth that we've all heard that sort of racism occurs naturally, differences between groups. And I really wanted to show how granular the teaching of that racism was. The second origin was the murder of Michael Brown, because in the white community, I saw a very stunted reaction, if any reaction at all, almost an incomprehension of how to react or an indifference. And then the third is the discussion on cultural appropriation, which
elicited a lot of outrage in the white community. I've heard hundreds of times white writers say, I have the right to write anything, to write what I want, when I want to write it. And there wasn't even, in the writers around me, there wasn't even an impulse to try to have a dialogue, to say, well, why is this a concern? Can we understand more? Let me investigate this question. There wasn't an impulse to say, well, maybe these narratives that white people are writing about minorities are narratives we learned from other white people and that we're repeating and that we're teaching other white people how to continue seeing things in the way white people have always seen things. And we're also filling the space where other voices could be articulating their stories and teaching other people how to see things differently. So I constantly heard white people say things like, well, we were poor whites, or we were Irish, or we were French Canadian, or we were Italians, and we suffered oppression. And there's this inability to exist with complexity, where you say, yeah, we suffered, or we were oppressed, but we can oppress others as well. Others can suffer more, or the suffering of others can be different. The oppression of others can be different. We tend to reduce things to our own story and then appropriate all things to the benefit of that story. So what I'm going to write about, I'm going to read a small section off my phone. My apologies, facial recognition here. Okay. From this book that I'm working on, and I had to pull it from the paragraphs from a few different sections because it would take more than the minutes I have to read all of it. This inequality of human emotion has violent repercussions. We whites are allowed our rage. Oh, sorry, I'm reading from the middle. Reset. As a child in rural Virginia, hearing the adults speak, I learned two sets of codes with which to interpret emotions. One for the emotions of white people, and another for how white people interpreted the emotions of black people. Whites spoke of the importance of restraint, of controlling one's anger, of presenting well and being respectable. But as white children, we also learned that our emotions had meaning, that we should understand their origins and talk through the sources of conflict and pain. A white child acting out at school might be punished, but concern would be given to the origins of the problem. There was always an effort to understand. But the acting out of a black child inspired no impulse toward understanding in us. We saw it simply as a threat. The white child learns that being respectable for white people is a natural state that we will grow into, and though we should do our best to achieve it, there is no rush, and getting there takes time and is part of the natural process of growing up. Lessons on respectability from white adults were accompanied by stories of their own mistakes and moments of anger or passion that they regretted but clearly forgave themselves for. The white child simultaneously learns that black anger can't be tolerated and that a respectable black person is very rare and admirable. I have no recollection of a black child ever harassing me in school, and yet I learned to see them as far more dangerous than the white kids who did the bullying. There was a profound inequality that went far beyond economics, an emotional inequality. When I saw black characters in movies or on TV be anything other than funny or dangerous or mystically wise, when I saw them in grief or lost or filled with pain and anger, I was riveted and confused. I had been taught that only whites had the right to that range of emotions. This inequality of human emotion has violent repercussions. We whites are allowed our rage. Anger can even be a useful tool. Often white men get angry. When white men get angry, we get what we want. Black men get angry and they risk being arrested or shot. Black children get angry at schools throughout America, and disproportionately far more of them get put in handcuffs than white children. I think that was what deepened my understanding of why cultural appropriation was so contentious. If I, as a writer in his 40s, had to sit down and mull through my childhood experiences to understand why I had grown up seeing my anger as legitimate and black anger as a threat, how could I presume to write a black character well, when the heart of a character, their very story, is shaped by their emotions? If I have not lived in a culture that systematically discredits my emotions, how can I begin to render a black person's experience with authenticity and humanity? And that question extends further to the work of white school teachers, police officers, lawyers, judges, and lawmakers. Thank you. Why should we care about inequality? Because inequality makes us value certain people's lives more than others. We think that the people who have more are worth more, and that changes our behavior and our societies and our laws on every level. Thank you, Denny. Wow, there's really a lot to ponder here, right? Daryl, if you may join me on the stage. Daryl J. MacLeod is a Cree writer from Smith, Alberta.
His memoirs on his childhood demons related to physical and sexual abuse. It won the Governor General's Award for English Language Nonfiction in 2018. Darryl is a finalist for the 2019 RBC Taylor Award. Ladies and gentlemen, Darryl. Hi. Darryl Isiagaso, Wahio Tinia, Misquichi Waskahigano Tinia, Bertha Notawi, Negoi, Sunny Notawi. I'm honored to be here in the territory of the Haudenosaunee, Mohawks, and probably Hurons. And it's a beautiful territory, and I'm always very pleased and honored to be here every time that I come. And there's a new peace and joy that comes over me every time I'm here, probably because I have some ancestors that came from this part of the world. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. My mom sang this song Sunday morning sometimes in the middle of the night. And the irony of it wasn't lost on her, and it wasn't lost on me, that it was her own little protest in the living room of our rented shack in northern Alberta about the inequality and the injustice that we lived. So when I was told that I had a brief time to speak, I think brief speeches are the best. I decided to, I'm not a poet, so, but I made an effort for this occasion. So here we go. It doesn't even have a title. I don't need a Porsche, Mercedes, or Lamborghini. A Chevrolet or dog sled will do. I can even travel on foot sometimes. I don't need soufflés, fondues, or portobellos, although I enjoy it all and deserve them too. I don't need equality or even want it. I just want the freedom, ability, and wherewithal to enjoy what is rightfully mine, my territory, and all that it brings to me. Mother Earth, traditional foods, knowledge, love, and healing. Don't get me wrong, please. I'm as hedonistic as the next person. I love luxury, abundance, possessing treasures. Just don't let your good fortune be at the expense of mine. There's enough for all of us. I don't need to hoard money or wealth, more than I could ever count or spend in my lifetime. Paper, Bitcoin, precious metals I can't eat or even take solace from. Give me back my home. Give me back my honor, my dignity, and peace of mind. Then we'll be equal. When I can look you in the eye and make you be the first to lower your gaze. I don't need equality or even want it. I just want the freedom, ability, and wherewithal to enjoy what is rightfully mine, my territory, and all that it brings to me. Mother Earth, traditional foods, knowledge, love, and healing. I wish I had your voice to sing in such a beautiful, sunny way. Oh, thanks. Why should we care about inequality? Well, at the risk of repeating myself, I don't need equality or even want it. I just want the freedom, ability, and wherewithal to enjoy what is rightfully mine, my territory and all that it brings to me, Mother Earth, traditional foods, knowledge, love, and healing. Thank you, Darryl. Notre dernier auteur de ce Blue Met Talk, Jonathan Roy, un poète du Nouveau-Brunswick. Il est libraire, conseiller artistique pour le Salon du livre de la péninsule acadienne et il dirige la collection Poésie Rafale. Il est également le coordonnateur et le directeur artistique du Festival acadien de poésie. Son premier recueil, Apprendre à tomber, a été récompensé par le prix
Antonine Maillet-Acadie vit. Mesdames et messieurs, Jonathan Roy. Merci. Alors, au Nouveau-Brunswick, pour les francophones minoritaires, la langue demeure le cœur de plusieurs inégalités, notamment en ce qui a trait à l'affichage. On ne se voit pas dans la ville. D'où le poème, parce que c'est comme ça que je m'exprime le plus clairement. Chevaux. Fait que t'es là, puis tu marches. Au milieu de cette ville-là, de ce chevaux-là que tu voudrais, dans ce réseau-là de sens et de signes, artères de voix et de vie qui se croisent, se flashent, se négocient, changent de voix en essayant toujours de se dépasser. Tu marches et tu penses à cette autre ville, à cet autre chevaux où tu es né, une ville comme gênée de toi et de la moitié du monde qui restait là, qui payait son loyer pourtant silencieuse et timide, cette ville comme gênée de cette langue invisible, tellement gênée, tellement invisible, que tu aurais même pu finir par croire qu'elle avait raison, que tu aurais pu finir par croire, par t'effacer à force de ne pas pouvoir te lire. Et tu marches en te cherchant un chevaux dans cette ville pour ne pas disparaître, dans ce chevaux complexe et chaud, comme un organisme vivant qui bouge, qui grouille, un moving chevaux de vivre ensemble et de confrontations émouvantes. Fait que t'es là, puis tu marches, scanne ton paysage à la recherche d'un œil qui serait comme le tien, d'un mot accueillant qui serait comme un miroir, qui te renverrait cette image-là de ta langue libre et légitime. Ta langue marchant dans ta ville, marchant parmi toutes les autres syllabes, tous les autres accents, comme elle, qui marche, inconnue à la recherche d'un lieu, d'un café ou d'une brasserie où se ressembler, où se rassembler, où se sentir bienvenue / welcome. Dans ce chevaux open for business, dans cette ville qui veut ta peau, ton corps et ton portefeuille. Et c'est vrai que tu t'en rends compte, que tu t'en rends pas compte des fois quand tu disparais tranquillement derrière ton double-double, quand tu ronges ta langue en commandant tes foot-long subs, tes super-sized fries, que t'avales des king mattresses with 12 months financing, please and thank you. Puis c'est pas que tu l'aimes pas, l'autre, c'est juste que tu voudrais voir vos langues entremêlées, égales dans le paysage, que tu voudrais lui expliquer que c'est pas tout de connaître, faut se reconnaître aussi quand on regarde par la vitre. Et pendant que tu marches et que tu penses être perdu chevaux, tu repenses à cette question de Gérald Leblanc. Who am I when I speak English? Et tu marches, lentement tu marches, t'écris au cœur de ta ville comme au cœur de toi-même, foule l'espace qui t'habite, de ta langue aux aguets, fragile mais guerrière comme un lynx de porcelaine dans un magasin d'éléphantomes rempli de peurs bleues, de speak white, de business languages et de soi-disant common sense. Tu marches, tu t'enfarges, mais tu tombes pas et tu cherches à t'accrocher à un slogan qui ressemblerait à ce chevaux de langues officielles et de chances égales qu'on t'avait promis. Et pendant que tu cherches, tu te rends compte que c'est même pas une langue que tu cherches. C'est ton monde que tu veux juste retrouver, écrit sur les murs comme une voix familière, et que tu es tanné de toujours te chercher quand tu te promènes dans cette ville. Fait que lentement, tu choisis de t'écrire chevaux dans ta ville, de marcher lentement, marcher pour te faire souffle, pour reprendre souffle, comme on reprend sa place, comme on prend le pouls du monde au poignet des trottoirs avant de devenir une pulsation, puis une onde, puis une vague, jusqu'à sentir couler en chaque pas et en chaque vitrine l'écho même de ton trajet reflété sur ta recherche de toi dans ce You Are Here où tu n'étais pas certain d'être, te faire dire « vous êtes ici » au lieu de ces reflets flous que tu déchiffrais à travers les graffitis confus. Mais là, à cette heure, tu sais quoi ce que tu fais ici? Tu marches.
Mais tu marches plus en perdu, tu marches fier, sûr au milieu des tiens et des autres, et ça devient vraiment chevaux. Et plus ça devient chevaux, plus ça devient toi. Parce qu'habiter veut dire parcourir, veut dire apposer sa langue dans tous les creux, dans toutes les rides, les courbes des vitrines, comme les yeux au néon. Parce qu'habiter veut dire laisser glisser cette langue sur tout le corps de cette ville pour faire briller ta présence plus loin qu'en ces quelques lieux discrets. Être partout, dans tous les garages, toutes les épiceries, tous les dépanneurs de ce territoire de frontières et de rencontres et de tiraillements pour que dans la lumière de ta langue sur sa peau, tu puisses enfin dire « Je suis chez nous ». Tu puisses enfin dire « J'existe ». Tu puisses enfin dire à l'autre, d'égal à égal, sans avoir peur de lui, « Bienvenue, welcome, dans ma ville, dans mon salon. Bienvenue, welcome, chez nous. » Merci beaucoup, Jonathan. Pourquoi devrait-on se préoccuper d'inégalité? Je pense que parce qu'au fond, finalement, ce qu'on a d'égal tous, c'est juste le désir d'être heureux et bien, de se sentir chez nous. Merci. Jonathan Roy. Lorsque William m'a approché pour qu'on s'associe pour ce festival, l'une des choses qu'elle a mise de l'avant, c'est l'intérêt pour la recherche et pour les auteurs, en étant ensemble, de générer des innovations sociales, donc des nouvelles solutions à des problèmes existants. Et ça implique de la création, de la créativité, n'est-ce pas? Eh bien, qui dit créativité dit prise de risque. Et je vais en prendre un ce soir pour celles et ceux qui ne savaient pas ou qui ne s'en doutent pas. J'ai déjà fait du rap dans une autre époque. Et ces gens m'ont inspiré. Et pour trouver une façon originale de conclure, I will do a slam based on what they have said. Qui dit inégalité dit peur. Peur de ne pouvoir payer son loyer, peur d'être le dernier, peur d'être minoritaire, peur de perdre sa liberté. Le respect ne devrait pas avoir de couleur. Inequality is a poison. It's an inequality of life, of emotions. Let's listen to the next generation. It's their future we're stepping on. Equality for who? People, animals, lives, and hope that all is not lost. Yet some are more equal than others amongst us, sisters and brothers. Everybody knows. Everybody knows. Our lives are not always the one we chose. Stories of the marginalized are muffled. We can't just chill. With equality, we can build. But unequal societies are not a nice place to live. Des écrivains issus de la bourgeoisie n'écrivent, n'illustrent qu'une petite partie de la vie. Aucun livre n'est neutre. Perdre sa voix, révolution, répression, violence, mobilisation, race, perception, we're rarely equals. Inequality is a problem. When the same people benefit, when the same people lose, let us do better, let us choose. Merci beaucoup. Bienvenue à Métropolis Bleu.